Sur les terres dévastées d'une France occupée, en 1941, une équipe d'ingénieurs de la Luftwaffe s'approchait avec prudence des débris éparpillés sur le sol français. Ce qu'ils découvraient n'était pas seulement un autre chasseur ennemi abattu, c'était une énigme qui les hantait pendant des mois. Un mystère technique qui dépassait tout ce qu'ils croyaient maîtriser en ingénierie aéronautique. Le fuselage tordu du Spitfire reposait là, à moitié enfoui dans la terre humide du printemps français. Et en cet instant précis, les yeux de ces hommes commencèrent à scruter quelque chose qui les laisserait abasourdis. La raison pour laquelle ce Spitfire suscitait tant d'attention était simple, mais brutale. Tout au long de la bataille d'Angleterre, et dans les mois qui suivirent, le chasseur britannique avait dominé les cieux avec une supériorité qui laissait perplexes les meilleurs pilotes allemands. Alors que le Bf-109, le chasseur principal de la Luftwaffe, était un combattant puissant, rapide, robuste et mortel en ascension verticale, le Spitfire avait découvert quelque chose que le Bf-109 ne possédait pas, une capacité de manœuvre presque impossible. Il pouvait virer dans des cercles que le Bf-109 ne pouvait tout simplement pas suivre. Il pouvait monter, tourner, descendre et disparaître dans les cieux comme un fantôme. Les pilotes de Bf-109 rapportaient avec une frustration croissante qu'une fois qu'un Spitfire entrait dans un virage serré, il était pratiquement impossible de le vaincre sans un avantage d'altitude ou de vitesse. Et c'était cela qui les tuait. En 1941, ce n'était pas une question purement technique. C'était une question de survie. Des centaines de pilotes allemands avaient appris, à leurs dépens, qu'affronter un Spitfire dans un virage était pratiquement une invitation à la mort. La philosophie de conception du Bf-109 avait toujours été claire. Construire le chasseur le plus rapide, le plus fort, le plus capable de pénétrer les lignes ennemies. Mais le Spitfire opérait avec une philosophie différente. Il y avait quelque chose dans la structure des ailes de ce chasseur britannique qui lui permettait de faire ce qu'aucun autre chasseur à ce moment-là ne pouvait faire. Flotter dans des manœuvres complexes, sans perdre de portance. Les ingénieurs allemands savaient que cela avait à voir avec l'aile. Mais ils n'avaient pas la moindre idée du pourquoi. Et maintenant, cette aile était là, endommagée mais suffisamment intacte pour être étudiée. Les ingénieurs commencèrent à examiner l'épave avec la minutie de chirurgiens inspectant un corps. La courbure de l'aile, la répartition du poids, la structure des nervures internes, chaque détail était mesuré, noté, analysé. Le Bf-109 avait des ailes angulaires, directes, efficaces. C'était l'approche logique d'un concepteur pressé et aux ressources limitées. Mais cette aile du Spitfire était quelque chose de complètement différent. Il y avait une fluidité dans son design, une courbure qui se dessinait sur toute la longueur de l'aile, comme si c'était de la musique figée dans le métal et la toile. La vérité était que R.J. Mitchell, le génie britannique qui avait créé le Spitfire, avait une vision qui défiait les conventions. Alors que les ingénieurs allemands concevaient pour la puissance brute, Mitchell avait conçu pour l'harmonie aérodynamique. Il avait compris, grâce à ses années de travail sur les hydravions de course, que le véritable pouvoir résidait dans la façon dont l'air circulait autour de la structure et non dans la taille de la structure. Et c'est ce que le Spitfire démontrait à chaque combat, à chaque virage impossible, qui laissait le Bf-109 derrière. Les ingénieurs de la Luftwaffe ne connaissaient pas les noms de Mitchell ni les détails de sa philosophie de conception. Mais tandis qu'ils observaient ce Spitfire détruit, le démontant centimètre par centimètre, les implications commençaient à se révéler. Ce n'était pas seulement un meilleur chasseur. C'était une réfutation complète des prémices sur lesquelles ils avaient construit toute leur génération d'avions de combat. L'équipe poursuivit son travail systématique, traçant des lignes, mesurant des rayons de courbure, réalisant des dessins détaillés. Le commandement allemand voulait comprendre. Il voulait savoir comment ces Britanniques avaient réussi cela. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles ils tentaient de reproduire le design, ou du moins d'en absorber les secrets, et de les appliquer aux futurs projets allemands. Ce qui était certain, c'est que dans ce champ détruit en France, une possibilité troublante commençait à prendre forme dans l'esprit de ces ingénieurs. Ce qu'ils voyaient ne pouvait pas être répliqué facilement. La philosophie de conception du Spitfire était si fondamentale, si intégrée à chaque aspect de cette aile, que copier simplement la forme ne suffirait pas. Il faudrait tout repenser. Quand ils commencèrent à mesurer la courbure de l'aile en détail, l'ampleur du problème devint claire. L'aile du Spitfire n'était pas une construction conventionnelle. C'était une étude de proportions parfaites, une séquence de courbes qui créait ce que les
aérodynamiciens appelaient un profil laminaire, une forme qui permettait à l'air de s'écouler autour d'elle avec une élégance et une efficacité qu'il était tout simplement impossible d'atteindre avec l'approche angulaire du BF-109. Les chiffres qu'ils enregistraient n'avaient aucun sens selon ce qu'ils savaient de l'aérodynamique conventionnelle. Les rayons de courbure auraient dû donner une aile lourde et qui freinerait le chasseur. Mais ce n'était pas ce que les données montraient. L'aile était forte, elle était légère et elle était impossible. Plus les ingénieurs passaient de temps à étudier ce Spitfire capturé, plus le mystère s'épaississait. Les ailes de ce chasseur britannique ne lui permettaient pas seulement de prendre des virages plus serrés. Elles semblaient redéfinir complètement la manière dont un avion pouvait voler. Qu'à mesure que les mesures se multipliaient et que les croquis s'accumulaient, une vérité dérangeante commençait à émerger. Pour égaler ce que le Spitfire avait accompli, la Luftwaffe devrait reconstruire son avenir à partir de zéro. Les pilotes continuaient de mourir dans le ciel au-dessus de la bataille d'Angleterre. Les combats se poursuivaient. Mais sur ce terrain en 1941, tandis que l'équipe d'ingénieurs mesurait et étudiait ce chasseur ennemi, quelque chose de plus profond se déroulait. Les réponses qu'ils cherchaient ne viendraient pas de la simple copie de l'aile. Cela ne viendrait que s'ils parvenaient à comprendre la pensée qui avait créé cette aile. Et tandis qu'ils traçaient ligne après ligne, croquis après croquis, une question de plus en plus troublante commençait à résonner dans leurs esprits. Comment cela était-il possible? Alors que les ingénieurs de la Luftwaffe mesuraient et photographiaient méticuleusement chaque composant du Spitfire capturé, quelque chose d'extraordinaire émergea de leurs calculs. Les mesures révélèrent une courbe qui n'existait nulle part dans la conception des avions allemands. Pas sur le Bf-109, pas sur le Bf-110, pas sur aucun chasseur qu'ils n'avaient jamais construit. Ce qu'ils observaient était le produit d'une philosophie de conception audacieuse qui avait brisé toutes les règles conventionnelles concernant la production efficace d'avions de combat. L'aile du Spitfire n'était pas un rectangle aux bords biseautés, comme les designs angulaires, et facilement produits en masse que l'Allemagne privilégiait. Au lieu de cela, elle était elliptique, une courbe gracieuse et symétrique qui s'effilait doucement du fuselage jusqu'aux extrémités des ailes. Ce n'était pas un choix cosmétique. C'était un génie aérodynamique déguisé en élégance. Permettez-moi d'expliquer ce qui a rendu cette forme révolutionnaire. Le profil elliptique distribuait la portance de l'aile sur toute son envergure avec une efficacité incomparable. Lorsqu'une aile est rectangulaire, la portance se concentre inégalement, plus puissante au centre, s'affaiblissant progressivement vers les extrémités. Cela crée ce que les aérodynamiciens appellent la traînée induite, un vortex d'air turbulent s'enroulant depuis les bouts d'aile, qui dissipe l'énergie et entrave la maniabilité. Mais une ellipse se courbe précisément de la manière requise pour générer une répartition de portance quasi parfaite. L'air circule sur l'ensemble de la surface alaire en harmonie. Énergie préservée. Portance optimisée par unité de structure. Un rayon de virage supérieur en combat aérien. Les ingénieurs du Spitfire avaient compris quelque chose de fondamental. Si l'on pouvait éliminer l'inefficacité aérodynamique des extrémités des ailes, on pourrait effectuer des virages plus serrés que n'importe quel chasseur dans le ciel. Et ils l'avaient prouvé. Pendant la bataille d'Angleterre, les pilotes de Spitfire battaient systématiquement les Bf-109Fs lors des manœuvres circulaires. Les chasseurs allemands étaient plus rapides en ligne droite, mais une fois que le combat devenait circulaire, les Britanniques avaient l'avantage. Les pilotes rapportaient que le Spitfire pouvait maintenir un virage que le Bf-109 ne pouvait pas suivre sans partir en vrille. Dans un combat aérien où des fractions de secondes déterminaient la vie ou la mort, cet avantage était primordial. Un pilote capable de prendre des virages plus serrés se plaçait en position de tir derrière un ennemi. Un pilote qui n'y parvenait pas ne voyait pas le lever du jour suivant. L'aile elliptique recelait également un autre secret. Sa forme créait des caractéristiques de vrille qui étaient presque indulgentes comparées à celles du Bf-109. Lorsqu'une aile part en vrille, lorsque le flux d'air se désintègre et que la portance s'effondre, c'est catastrophique en combat. Une vrille est un cercueil. Mais la conception elliptique du Spitfire partait en vrille progressivement, de manière prévisible. Les pilotes étaient avertis. Ils pouvaient se récupérer. Le Bf-109, en revanche, pouvait partir en vrille brusquement, pratiquement sans avertissement. Ce n'est pas une mauvaise conception. C'est un compromis calculé.
Les Allemands avaient choisi des caractéristiques de vrille abruptes en échange d'une production plus rapide et d'une fabrication plus simple. Ils avaient sacrifié la perfection de la maniabilité pour la quantité. Et c'est là que la découverte des ingénieurs allemands devint véritablement amère. Ils comprenaient parfaitement comment réaliser ce miracle aérodynamique. Ils avaient les calculs mathématiques. Ils avaient les données de la soufflerie. Ils pouvaient expliquer, avec une confiance technique totale, pourquoi l'ellipse fonctionnait mieux que le rectangle. Mais comprendre et construire sont deux problèmes entièrement différents. Fabriquer une aile elliptique à grande échelle exigeait quelque chose que les Allemands n'avaient pas, un système de production conçu spécifiquement pour les courbes. Les longerons de l'aile du Spitfire, les poutres structurelles qui courent longitudinalement le long de l'aile, suivaient des courbes elliptiques, des pièces droites avec des jonctions biseautées, des pièces courbes, chacune unique, chacune exigeant un outillage de précision et un ajustement manuel minutieux. Supermarine avait développé un système de gabarits et de moules, une approche artisanale de la production aéronautique qui leur permettait de construire ces composants courbes avec une précision remarquable. C'était laborieux, c'était lent, mais ça fonctionnait. La philosophie de fabrication allemande s'alignait sur des principes diamétralement opposés. Le Bf-109 avait été conçu dès l'origine pour la fabrication en série. Ses ailes utilisaient des longerons rectilignes et des nervures angulaires susceptibles d'être rapidement découpées et assemblées en chaîne. Des milliers d'ouvriers peu qualifiés pouvaient exécuter des tâches élémentaires et répétitives. Ainsi, l'Allemagne construisait-elle des centaines d'avions militaires. Ainsi maintenait-elle la domination aérienne. Mais ce système de production demeurait inflexible aux courbes. Il était impossible de fabriquer en série des longerons alaires elliptiques sans transformer radicalement l'infrastructure des usines. Willy Messerschmitt, le concepteur principal du Bf-109, avait fait un choix des années avant que le Spitfire ne soit jamais abattu au-dessus de la France. Il avait choisi la capacité de production plutôt que la perfection aérodynamique. Il avait choisi la philosophie selon laquelle 10 chasseurs rapides valaient plus que 5 chasseurs à la maniabilité parfaite. Cette philosophie avait guidé la stratégie de l'armée de l'air allemande pendant des années. Elle était enracinée dans l'outillage des usines, dans les chaînes d'approvisionnement, dans tout le système de fabrication aéronautique allemand. Changer cela maintenant, en pleine guerre, avec des quotas de production à respecter, était impossible. Alors les ingénieurs de la Luftwaffe se sont penchés sur le Spitfire démonté et ont confronté une réalité presque humiliante. Ils pouvaient voir exactement pourquoi les Britanniques avaient l'avantage. Ils pouvaient calculer les coefficients aérodynamiques. Ils pouvaient esquisser la forme de l'aile et expliquer chaque principe qui la rendait supérieure. Ils pouvaient même concevoir un chasseur allemand avec une aile elliptique sur le papier. Mais ils ne pouvaient pas en construire un, pas sans abandonner tout leur système de production, pas sans diminuer leur production de chasseurs, précisément au moment où ils en avaient le plus besoin. Cette découverte allait remodeler la pensée allemande sur la guerre aérienne. Ce n'était pas que l'Allemagne manquait de talent d'ingénierie ou de sophistication technique. L'ingénierie aéronautique allemande était parmi les meilleures du monde. Ce qui manquait à l'Allemagne, c'était la flexibilité. Ils avaient construit une machine de guerre optimisée pour la quantité, et cette même optimisation les empêchait de s'adapter à des avantages qualitatifs lorsqu'ils les rencontraient. L'aile elliptique du Spitfire devint plus qu'une curiosité aérodynamique. Elle devint un symbole d'un choix impossible. La Luftwaffe comprenait maintenant le secret de son ennemi. Le comprendre, cependant, ne fit qu'aiguiser le défi. Les implications se propagèrent au sein du commandement aérien allemand. Ils ne pouvaient pas égaler l'avantage de maniabilité du Spitfire. Ils ne pouvaient pas copier la conception de l'aile sans restructurer toute une base de fabrication. Mais ils pouvaient reconnaître ce que cela signifiait pour leur approche tactique du combat aérien. Comprendre l'avantage de l'ennemi força une refonte complète de la manière dont l'Allemagne mènerait la guerre aérienne. Le haut commandement allemand fit face à une vérité inconfortable. Comprendre l'avantage de l'ennemi ne le neutralisait pas. Les ingénieurs aéronautiques avaient mesuré chaque courbe, calculé chaque coefficient, documenté pourquoi l'aile elliptique du Spitfire était aérodynamiquement supérieure. Le mystère technique était résolu. Le problème concurrentiel restait insoluble. Ils ne pouvaient pas surpasser le design britannique. Alors la Luftwaffe devrait les surpasser par la pensée. Ce qui émergea de cette prise de conscience n'était pas le désespoir, mais le pragmatisme. Les tacticiens allemands pivotèrent avec une brillance calculée.
Si le Spitfire excellait dans les combats tournoyants soutenus, les pilotes du Bf-109 cesseraient d'accepter ces termes d'engagement. La doctrine changea. Les tactiques de boom and zoom devinrent la norme. Attaquer d'en haut avec un taux de montée et une vitesse supérieure, délivrer l'attaque et se désengager avant que le Spitfire ne puisse exploiter son avantage en virage. Nous ne pouvons pas virer plus serré qu'eux, reconnaissait la stratégie avec une honnêteté brutale, alors n'essayons pas. C'était une leçon magistrale d'adaptation stratégique. Les pilotes allemands commencèrent à voler en formation conçue non pas pour le combat aérien tournoyant synchronisé, mais pour l'alternance tactique, une paire montant en altitude, l'autre fournissant une couverture. L'aile fine du Bf-109, autrefois perçue comme une limitation dans les manœuvres soutenues, devint un atout. Accélération plus rapide, taux de montée supérieur, la capacité de rompre l'engagement et de s'échapper. Ils ne pouvaient pas reproduire la philosophie de conception du Spitfire. Ils pouvaient, cependant, transformer en armes les différents avantages de leur propre avion. Comprendre avait forcé l'innovation. L'incapacité de copier avait engendré le génie tactique. Mais derrière cette évolution stratégique se trouvait une figure dont l'histoire transcende la conquête technique et militaire, un homme qui ne verrait jamais la vindication décisive de sa création. Reginald Joseph Mitchell mourut en 1937. Le cancer l'emporta à 52 ans, 7 ans avant que son Spitfire ne devienne l'ange gardien du ciel britannique pendant la bataille d'Angleterre. Il mourut confiant que son design était révolutionnaire, mais sans témoigner du moment où sa vision sauverait des milliers de vies et remodèlerait l'histoire du combat aérien. Cette absence, ce timing tragique, rend l'histoire plus dure et plus humaine. Mitchell avait conçu un avion impossible sans savoir si cela importerait un jour. Il avait fait pression contre la sagesse conventionnelle parce qu'il croyait que quelque chose de mieux existait, non pas parce que l'histoire avait promis sa vindication. L'aile elliptique n'était pas l'œuvre d'un designer en quête de gloire. C'était le travail d'un ingénieur animé par une conviction urgente, presque désespérée, que les avions britanniques devaient être meilleurs. Il avait raison. Il n'a simplement pas vécu pour le savoir. L'équipe de Supermarine qui a hérité de sa vision a refusé de l'abandonner. Face à des difficultés de fabrication qui auraient anéanti des engagements moindres, ils ont persévéré. Chaque itération du Spitfire de MKI au MK-34 Silva conservait l'architecture d'ailes elliptiques. Ce n'était pas un hasard, c'était un monument à la vision de Mitchell, un refus institutionnel de renoncer à ce qui rendait l'avion exceptionnel, même lorsque des conceptions plus simples auraient pu accélérer la production. Les pilotes qui ont volé sur ces avions faisaient confiance à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas articuler complètement. Ils faisaient confiance à la géométrie de leurs concepteurs. Ils faisaient confiance aux courbes parce qu'ils ressentaient la vérité dans leur surface de contrôle, la réactivité, la précision du virage, la maniabilité qui défiait ce qu'un chasseur était censé accomplir. Beaucoup de ces pilotes ont survécu à la bataille d'Angleterre parce que l'aile impossible de Hergy Mitchell leur donnait une fraction de seconde d'avantage qu'ils ne pouvaient pas nommer mais qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Et à travers la Manche, les ingénieurs de la Luftwaffe lui ont accordé ce que Mitchell n'a jamais connu de son vivant, la reconnaissance de ses pairs. Il saisissait la brillance du design. Il vénérait l'audace d'ingénierie qu'il incarnait. Il reconnaissait ce que les aéronauticiens du monde entier confirmeraient ensuite. Cet avion dépassait les frontières de ce que l'orthodoxie aéronautique jugeait réalisable. L'héritage de ce Spitfire accidenté en France n'était pas seulement un avantage militaire. C'était la preuve que l'excellence de fabrication compte autant que le génie du design. La volonté britannique de privilégier la qualité et la précision plutôt que la quantité de production de masse de maintenir. Ces courbes elliptiques complexes, malgré les coups et les retards, étaient en soi une victoire stratégique. L'Allemagne aurait pu gagner la course à la vitesse. Elle ne pouvait pas gagner la course à la précision, car gagner exigeait un engagement envers des standards impossibles que sa philosophie industrielle rejetait. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, les concepteurs d'aviation ont revisité les principes de l'aile elliptique de Mitchell. Le F-86 Sabre a incorporé des concepts d'aile elliptique que les concepteurs ont retracés jusqu'à la géométrie révolutionnaire de Supermarine. Les avions modernes bénéficient encore de principes aérodynamiques qui commencent par la décision d'un ingénieur de poursuivre ce que la sagesse conventionnelle disait ne pas pouvoir fonctionner efficacement.
La leçon universelle transcende l'histoire aéronautique et militaire. L'innovation exige fréquemment de poursuivre des solutions que le consensus rejette non par insouciance, mais par la certitude qu'une voie supérieure existe au-delà des limites admises. Elle requiert une excellence manufacturière, disposée à privilégier la qualité sur l'expédient. Elle demande le courage du concepteur visionnaire sans validation immédiate, la ténacité des ingénieurs surmontant la complexité, la confiance des pilotes envers une vision qu'ils n'ont point façonnée. La Luftwaffe a appris quelque chose de profond en étudiant ce Spitfire accidenté. Ils ont appris que parfois le plus grand avantage n'est pas ce que votre ennemi peut copier, c'est ce qu'il ne peut pas. C'est le courage de concevoir, la discipline de fabriquer et l'engagement de raffiner à travers les générations même quand le monde n'avait pas encore compris pourquoi cela importait. L'aile elliptique de R.J. Mitchell reste intemporelle non pas parce qu'elle a résolu un problème technique. Elle reste iconique parce qu'elle a résolu un problème humain. La question éternelle de savoir si la vision d'une personne, poursuivie avec suffisamment de courage et d'intégrité, peut transcender sa propre vie et remodeler l'histoire. Ce Spitfire abattu sur le sol français en 1941, c'était bien plus que de la ferraille. C'était une missive qui chemine depuis les mains d'un concepteur décédé jusqu'à l'intellect des ingénieurs allemands. Son essence demeurait limpide. La supériorité insurmontable est celle qu'on ne peut imiter. Si ce récit d'excellence technique et d'innovation hétérodoxe vous touche profondément, si l'audace des concepteurs qui ont poursuivi l'impossible, la persévérance des artisans affûtant le complexe et la confiance des pilotes incarnant une géométrie révolutionnaire résonnent dans vos convictions, alors vous saisissez pourquoi le Spitfire demeure intemporel. Nombre de récits semblables gisent oubliés dans les archives de l'innovation durant la Seconde Guerre mondiale, des instants où l'ingéniosité humaine a dépassé les frontières du réputé impossible. Des chroniques d'ingénieurs, de concepteurs, de mécaniciens qui ont distingué ce que d'autres n'ont discerné et ont imparablement bâti. Abonnez-vous pour les explorer, car l'histoire n'est point l'apanage des renommés, mais celle des visionnaires dont la succession démontre que fréquemment, les triomphes insurpassables ne naissent point de ce qu'on peut reproduire, mais de ce qu'on ose ériger lorsque le monde proclame l'impossibilité.